Bonjour et bienvenue dans la deuxième séance du cours Gestion des ressources humaines. Jusqu'à présent, nous avons clarifié les notions de base de la GRH. Vous allez trouver le lien de la séance précédente en bas dans la boîte de description. Cette séance est consacrée à la compréhension des relations humaines dans l'entreprise en abordant les points suivants: l'analyse du travail par l'école classique, l'analyse du travail par l'école des ressources humaines et les styles de commandement. Les relations humaines occupent une place centrale dans le fonctionnement des organisations. Elles influencent la motivation, la performance, la communication et le climat social. L'étude des relations humaines s'est développée à travers plusieurs écoles de pensée, allant d'une vision mécaniste du travail à une approche centrée sur l'individu. Autrement dit, dans une entreprise, on ne gère pas seulement des machines ou des chiffres, on gère surtout des personnes. Une entreprise peut avoir les meilleurs moyens techniques, mais sans de bonnes relations humaines, elle ne sera pas performante. Afin de mieux comprendre l'évolution des relations humaines dans l'entreprise, il est important de commencer par l'analyse du travail développée par l'école classique, qui constitue l'une des premières approches de l'organisation et du management du travail. L'école classique voit l'entreprise comme une machine organisée, où chaque individu a un rôle précis. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les entreprises industrielles connaissent une forte croissance. Les usines deviennent plus grandes et les dirigeants cherchent des moyens pour produire plus rapidement, réduire les coûts et augmenter les profits. C'est dans ce contexte que Taylor développe une nouvelle méthode appelée l'Organisation scientifique du travail, OST. Taylor pense que dans les usines, les ouvriers travaillent souvent de manière lente, désorganisée et inefficace. Selon lui, il existe pour chaque tâche une seule meilleure manière de travailler. One best way. Donc, il faut étudier scientifiquement le travail, organiser les tâches de façon précise, supprimer les mouvements inutiles. Selon Frederick Winslow Taylor, les entreprises perdaient beaucoup de temps et d'efficacité parce que les ouvriers travaillaient chacun à leur manière, sans méthode précise. Il pense alors qu'il est possible de trouver, grâce à l'observation et à l'analyse scientifique, la façon la plus rapide et la plus efficace d'exécuter chaque tâche. Pour cela, il propose d'étudier le travail en détail, de mieux organiser les tâches et d'éliminer tous les gestes inutiles afin d'augmenter la productivité de l'entreprise. Pour atteindre une meilleure efficacité et augmenter la productivité, Frederick Winslow Taylor a proposé plusieurs principes fondamentaux qui constituent la base de l'organisation scientifique du travail. 1. La division du travail. Taylor propose de diviser le travail en petites tâches simples. Chaque ouvrier réalise une seule opération répétitive. Exemple, dans une usine automobile, un ouvrier visse les roues, un autre peint les portes, un autre installe les sièges. Ainsi, le travail devient plus rapide. 2. Le chronométrage des gestes. Taylor observe les ouvriers et mesure leurs mouvements et le temps nécessaire pour chaque tâche. Il cherche la méthode la plus rapide et la plus efficace. L'objectif est réduire la perte de temps. 3. La spécialisation des ouvriers. Chaque ouvrier devient spécialiste d'une seule tâche. Grâce à la répétition, il devient plus rapide et il commet moins d'erreurs. Parce que un salarié qui fait toujours la même tâche maîtrise parfaitement son travail. 4. Le salaire au rendement. Taylor pense que l'argent est la principale motivation du salarié, donc plus l'ouvrier produit, plus il gagne. Cela pousse les salariés à travailler plus vite. Parmi les avantages de l'approche du Taylor, on trouve augmentation de la productivité, parce que les entreprises produisent plus rapidement, réduction des coûts grâce au travail organisé, gain de temps parce que chaque tâche est optimisée, développement de la production industrielle. C'est ce qu'on appelle le travail à la chaîne.
Une méthode d'organisation du travail où le produit passe d'un ouvrier à un autre selon un ordre précis, et chaque ouvrier réalise une tâche simple et répétitive. Malgré les nombreux avantages du taylorisme en matière d'organisation et de productivité, cette approche a également fait l'objet de plusieurs critiques et présente certaines limites, notamment sur le plan humain et social. Travail monotone et répétitif. L'ouvrier répète toujours les mêmes gestes. Cela peut créer la fatigue, l'ennui et la démotivation. Absence de créativité. Le salarié exécute seulement les ordres. Il ne participe pas aux décisions. Vision mécanique de l'homme. Taylor considère l'homme surtout comme un outil de production et les aspects humains comme les émotions, les besoins sociaux et la motivation psychologique sont peu pris en compte. Stress et pression à cause du contrôle permanent et des objectifs élevés. Taylor a révolutionné l'organisation du travail en cherchant l'efficacité maximale, mais son approche a été critiquée car elle négligeait les besoins humains des travailleurs. Au début du XXe siècle, les entreprises deviennent de plus en plus grandes et complexes. Les dirigeants commencent à se poser une question importante. Comment organiser efficacement une entreprise? Contrairement à Taylor, qui s'intéressait surtout au travail des ouvriers dans les ateliers, Fayol s'intéresse plutôt à la gestion globale de l'entreprise et au rôle des dirigeants et des managers. Il est considéré comme le père de l'administration moderne. Fayol pense qu'une entreprise ne peut fonctionner efficacement que si elle est bien organisée, bien dirigée et bien coordonnée. Selon lui, administrer, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Fayol explique que toute entreprise possède plusieurs fonctions importantes. 1. Fonction technique. Elle concerne la production, la fabrication et la transformation. 2. Fonction financière. Elle concerne l'argent, les investissements et les budgets. 3. Fonction commerciale. Elle concerne l'achat, la vente et le marketing. 4. Fonction de sécurité. Elle protège les employés, les biens et les machines. 5. Fonction comptable. Elle concerne les calculs financiers, la comptabilité et les statistiques. 6. Fonction administrative. C'est la fonction la plus importante pour Fayol. Elle consiste à gérer, organiser et coordonner toute l'entreprise. Après avoir présenté les principales fonctions de l'entreprise selon Henri Fayol, il est important de s'intéresser aux fonctions du manager qui expliquent comment ces activités sont organisées, dirigées et contrôlées au quotidien. 1. Prévoir. Le manager doit réfléchir au futur, fixer les objectifs et préparer les plans. Exemple, prévoir l'augmentation des ventes l'année prochaine. Objectif est éviter les problèmes et préparer l'avenir. 2. Organiser. Il faut répartir les tâches, définir les responsabilités et mettre les ressources en place. Objectif est avoir une structure claire. 3. Commander. Le manager dirige les employés et donne des instructions. Objectif est assurer le bon fonctionnement du travail. 4. Coordonner. Le manager doit assurer la coopération entre les services. Exemple, le service production travaille avec le service commercial. Objectif est éviter le désordre et les conflits. 5. Contrôler. Le manager vérifie si les objectifs sont atteints. Exemple, comparer les résultats réels avec les objectifs prévus. Objectif, corriger les erreurs et améliorer les performances. Fayol propose plusieurs principes de management. Les plus connus sont 1. La division du travail. Chaque personne a une tâche précise. Cela améliore l'efficacité. 2. L'autorité. Le manager doit avoir le pouvoir de donner des ordres, mais il doit aussi assumer ses responsabilités. 3. La discipline. Les salariés doivent respecter les règles, les horaires et les procédures. Sans discipline, l'entreprise ne fonctionne pas correctement. 4. L'unité de commandement.
Chaque salarié doit recevoir des ordres d'un seul chef pour éviter la confusion et les contradictions. 5. La hiérarchie. L'entreprise doit avoir une structure claire. Directeur, des chefs de service et des employés. Chacun connaît sa place et ses responsabilités. Parmi les avantages de la théorie de Fayol, bonne organisation de l'entreprise, meilleure coordination, contrôle efficace, stabilité de l'entreprise. Même si sa théorie est importante, elle présente certaines limites. Organisation très rigide. Beaucoup de règles et de hiérarchie, et cela peut ralentir les décisions. Communication verticale. Les décisions viennent surtout des dirigeants et les salariés participent peu. Peu d'attention aux besoins humains. Comme Taylor, Fayol s'intéresse surtout à l'organisation, à l'efficacité. Il prend peu en compte les émotions, la motivation psychologique et les relations humaines. En réalité, Frederick Winslow Taylor et Henry Fayol ne s'intéressent pas au même niveau dans l'entreprise. Taylor s'intéresse surtout au travail sur le terrain, c'est-à-dire aux ouvriers, et à la manière d'exécuter les tâches le plus efficacement possible. Son objectif est d'améliorer la productivité dans l'atelier grâce à une meilleure organisation du travail. Fayol, lui, adopte une vision plus globale. Il s'intéresse à l'entreprise dans son ensemble et au rôle des dirigeants. Son objectif est d'organiser et de structurer toute l'entreprise pour qu'elle fonctionne efficacement. Après les travaux de Taylor et Fayol, les entreprises deviennent plus productives, mais un problème apparaît. Les salariés sont souvent fatigués, démotivés et stressés. Les dirigeants comprennent alors que la productivité ne dépend pas seulement des machines et du salaire, mais aussi des relations humaines. C'est dans ce contexte qu'Elton Mayo développe l'école des relations humaines. Mayo pense que le salarié n'est pas une machine. Le travailleur est un être humain avec des émotions, des besoins sociaux et un besoin de reconnaissance. Donc un salarié heureux et intégré travaille mieux. Elton Mayo a montré à travers les expériences de Hawthorne que la productivité des salariés ne dépend pas seulement des conditions matérielles de travail, mais aussi des relations humaines et des facteurs psychologiques. Les ouvriers travaillaient mieux lorsqu'ils se sentaient écoutés, valorisés et intégrés dans leur groupe de travail. Ainsi, Mayo a démontré que la motivation, la communication et le sentiment d'appartenance jouent un rôle essentiel dans la performance des salariés. À partir des travaux d'Elton Mayo, plusieurs idées fondamentales ont été développées afin de mieux comprendre le rôle des relations humaines dans la motivation et le comportement des salariés en entreprise. 1. L'importance des relations humaines. Les salariés ont besoin de communiquer, d'avoir de bonnes relations et de travailler dans une bonne ambiance. Une mauvaise ambiance peut réduire la motivation. 2. L'importance du groupe. Le salarié appartient à un groupe de travail. Le groupe influence le comportement, la motivation et la productivité. Si l'équipe est motivée, le salarié devient plus motivé aussi. 3. L'importance de la communication. Les salariés veulent être écoutés, donner leur avis et participer. Un manager qui écoute ses employés crée plus de confiance. 4. L'importance de la reconnaissance. Le salarié veut sentir que son travail est utile et ses efforts sont reconnus. Exemple. Féliciter un employé peut augmenter sa motivation. Parmi les avantages de cette approche, on trouve amélioration du climat social, augmentation de la motivation, meilleure productivité, réduction des conflits. Même si cette théorie est très importante, elle présente certaines limites. Trop d'importance aux relations humaines. Difficulté d'application. Dans les grandes entreprises, il est difficile de satisfaire tout le monde. Frederick Winslow, Taylor et Elton Mayo ont deux visions différentes du travail.
Taylor pense que le salarié travaille surtout pour gagner de l'argent. Donc, pour lui, il faut organiser le travail de façon très stricte, contrôler les employés et chercher l'efficacité maximale. Alors que Mayo a une autre vision, il pense que le salarié n'est pas motivé uniquement par le salaire, mais surtout par les relations humaines, l'ambiance de travail et le sentiment d'appartenance au groupe. Ainsi s'achève la première partie de notre séance consacrée aux relations humaines dans l'entreprise. Nous poursuivrons lors de la prochaine vidéo avec la suite du programme. Merci de votre attention.